Allez, bonsoir à tous, bienvenue à cette quatrième séance des Amis du Livre. Aujourd'hui, nous avons ouvrage Nicolas Machiavel, le prince de Nicolas Machiavel et comme modérateur de Mohamed. Et donc, je vais vous laisser avec le modérateur pour pouvoir nous égayer pendant cette séance. Allez, à bientôt. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, ok, nous sommes réunis ici ce soir pour discuter un peu sur l'ouvrage, comme l'a dit Seydou, Le prince de Nicolas Machiavel. Et donc, avant tout propos, il faudra que je puisse structurer d'abord notre travail. Donc aujourd'hui, nous allons discuter dans un premier temps d'abord. D'abord, je vais rappeler d'abord la vie de l'auteur, c'est-à-dire le présenter. Parce qu'on étudie l'auteur, il faut d'abord connaître sa vie en quelque sorte. Et après cela, parler de ses œuvres qu'il a eu à faire lorsqu'il était en vie. Et rentrer même dans le vif du sujet qui est l'œuvre en question, le prince de Nicolas Machiavel. Discuter un peu sur certains points. Retenez que l'œuvre, je peux dire, gravitaille sur 27 chapitres, je peux dire ça. Mais on ne va pas totalement rentrer en profondeur, donc souffrez que je ne rentre pas en profondeur. Et donc, dans un premier temps, il faut comprendre que depuis on était tout petit, en troisième et autres, on nous disait que Nicolas Machiavel, quand on était de Machiavel, nous on se disait que c'était quelqu'un de bien. Mais quand tu lis en quelque sorte l'œuvre, tu vois vraiment que ce n'est pas totalement l'idée qui est perçue par tout le monde. Voilà pourquoi on nous demande de lire beaucoup et j'apprécie vraiment l'idée du Labis de mettre en place ce club de lecture avec le concours de Seydou. Merci. Et donc, Nicolas Machiavel, du nom de Niccolo Machiavelli, en italien bien sûr, est né le 3 mai 1469 à Florence. Il est issu d'une famille modeste, si on peut le dire ainsi. Il n'a pu déposer une véritable éducation humaine. C'est-à-dire quoi, il n'a pas vraiment fait une école en tant que telle comme nous le faisons actuellement. Mais c'est quelqu'un qui a grandi et qui a appris dans la bibliothèque de son père, qui était un docteur en droit. Voilà, c'était un docteur en droit et c'est dans la bibliothèque de son père qu'il s'est vraiment auto-formé. Et ensuite de cela, il a été ministre sous la République en son temps. Il a été ministre, il a goûté au pouvoir et après, quand ils ont eu à renverser la République et que les médecins ont pris le pouvoir, ce dernier a été rejeté. Et donc, face à cela, comment faire pour se faire aimer ou si on peut dire pour attirer l'attention de, si on peut dire, des dirigeants, les nouveaux dirigeants qui sont arrivés, il s'est mis à écrire alors pour pouvoir flatter ces dirigeants. Et c'est dans ce sens qu'il a écrit Le prince de Nicolas, le prince, autant pour moi, du nom de principauté. Le vrai nom même de l'ouvrage, c'est les principautés. Et donc, c'est vu tout cela que Nicolas a écrit ça, il a voulu flatter les dirigeants, mais bon, en vain. Ils n'ont pas pu prendre le temps de lire vraiment ces œuvres qui leur étaient destinées. Et donc, il a perpétué encore avec plusieurs œuvres. Donc, on va voir ces différentes œuvres qu'il a eues. Au-delà de Nicolas Machiavel, du prince, il a eu aussi à faire le discours sur la première décade de titre livre. Il a eu aussi à faire l'art de la guerre, l'histoire de Florence, l'exhortation de la pénitence et l'être familière. Donc, c'est un peu ces différentes œuvres qui sont là. Mais on a beaucoup connu le prince et aussi l'art de la guerre. Ce sont ces deux œuvres qui ont beaucoup été retenus par tout le monde. Et donc, on va rentrer maintenant dans l'œuvre en question. Et puisque nous avons tous lu en quelque sorte l'œuvre, je peux laisser la brèche ouverte à tout un chacun pour que chacun puisse dire au moins ce qu'il a pu retenir de l'œuvre. Et donc, la balle est là. La personne qui veut se porter volontaire pour la première fois, on ne va pas carrément indexer quelqu'un, mais bon, une personne qui veut s'essayer avant que je puisse continuer encore dans la procédure. Et donc, merci pour votre attention d'abord. Je peux emprunter aussi la méthode de notre ami Jackie Chan. Ça ira mieux. Toi. Ok, ça c'est. Ok, merci. Merci Mohamed.
Et donc, après lecture, ce que j'ai pu retenir, je retiens que Nicolas Machiavel, comme vous l'avez souligné, voilà, dans cet ouvrage, Le Prince, il parle beaucoup, si vous voulez, de comment gouverner un pouvoir, pardon, si vous voulez, comment gouverner déjà. Donc, c'est l'idée en quelque sorte qu'on retient pour ne pas trop rentrer dans le vif du sujet, comme l'a tout simplement dit, de tout simplement donner déjà notre rapport à tout ce qu'il venait de présenter. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais ajouter. Après la lecture de l'œuvre du prince de Nicolas Machiavel, il y a quelque chose de phare à retenir. C'est sa répétition sur le fait que comment le prince doit faire pour se maintenir au pouvoir. Voilà, ce sont ses caractères du prince, les actes que le prince doit poser et tout ce que le prince doit faire pour se maintenir au pouvoir qu'il essaie en quelque sorte de révéler dans l'œuvre qu'il a intitulée Le Prince. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord, merci cher ami Jackie. Ok, Franck, alors Oui, moi, par ce qu'on appelle ça, j'ai retenu qu'au fait, le prince, c'est, comment on appelle ça, c'est le gouverneur idéal que le peuple attend à travers ce bouquin-là. C'est l'exemple même palpable du chef d'État, qu'on appelle ça l'empereur et autres, que tout le monde aspire, au fait. C'est l'idéal que tout le monde rêve d'avoir comme chef d'État. On peut retenir ça. D'accord, merci beaucoup cher ami Franck. Y a-t-il quelqu'un qui peut apporter un peu avant qu'on puisse continuer encore dans la procédure? Jackie? Oui. Dans l'œuvre encore, il s'acharne sur quelque chose. D'abord, il commence d'abord à nous démontrer comment les principautés étaient au départ et comment ça est aujourd'hui. Au départ, dans l'œuvre, il est parti des principautés héréditaires pour aboutir aux nouvelles principautés. D'abord, il nous a montré comment les principautés héréditaires étaient acquises par les princes et comment les principautés nouvelles sont acquises aussi par les États, les hommes d'État, les princes et les empereurs et autres. Merci Jackie. Mr. Christophe, vous n'avez pas quelque chose à ajouter, cher ami? Eh bien, merci beaucoup, cher modérateur. Pour ne pas entrer dans le vif du sujet, mais ici, à l'issue de la lecture, je pense ici que Nicolas Machiavel s'est borné d'abord à faire ressortir certaines histoires après des expériences qu'il a connues, comme tout à l'heure venait à peine de dire, qui s'est auto-formé dans la bibliothèque de son père, qui était bien entendu un docteur en droit. Par conséquent, celui-ci a lu plusieurs histoires. Donc, à travers ces histoires et à travers ces personnages, il a pu tirer des conséquences de leur façon de gouverner, conséquences qui doivent donner aussi des conseils aux nouveaux gouverneurs. Je peux dire ici que même les colons se sont inspirés de toutes ces études-là, voilà, pour pouvoir mener des batailles ou encore des conquêtes. Voilà. Donc voici un peu ce que je pourrais apporter pour l'instant. Merci l'ami Christophe. Oui, notre amie Laetitia, vous n'avez pas quelque chose à ajouter avant qu'on puisse continuer encore dans la procédure, à suivre un peu la suite, la partie la plus importante, si je peux dire ainsi, qui va vraiment faire couler les uns. Bon, ce que moi je retiens, c'est qu'à travers son œuvre, Machiavel nous montre d'abord les différentes principautés, ensuite par quel moyen les... Excusez-moi, quand vous parlez de principauté, essayez un peu d'établir un rapport avec ce que nous avons actuellement, avec l'actualité. La principauté, c'est un peu carré. C'est comment les principautés, les États, comment... Voilà, les États, donc on retient les États. Voilà, donc les différents États, à son temps, on appelait ça principauté. Oui, exactement. Voilà. Par quel moyen acquérir au pouvoir et comment se maintenir au pouvoir. Exactement. Ok. Merci beaucoup. Mr. Dizo, Pierre Stéphane, nous sommes à vous. Avant de continuer dans notre speak. Je n'ai pas l'argument pour l'instant. Je pense que le point le plus profond.
continuer avec Maître, notre amie Marine. Bon, merci cher modérateur. Bon, je dois avouer que, faut dire que je n'ai pas eu l'occasion de lire le livre. C'est vrai, le livre est arrivé, mais en raison de certaines circonstances particulières, je n'ai pas pu lire le livre. Mais j'ai quand même essayé de lire quelques lignes. Dans ces quelques lignes-là, comme les autres amis viennent de le dire, Machiavel ici essaie de nous exhorter en fait, sur le maintien, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, comment est-ce que sont organisés les pouvoirs politiques, les attributs d'un bon dirigeant, d'un bon chef d'État et autres, c'est-à-dire les différentes principautés, comment est-ce que tout ce ensemble est organisé. Et au vu de tout ça, je peux dire que bon, nos gouvernants d'aujourd'hui peuvent, on peut dire en quelque sorte, s'inspirer de cette œuvre-là pour essayer de appliquer sur nos états d'aujourd'hui. Bon, c'est dans l'ensemble ce que je peux retenir, vu que je n'ai pas lu totalement l'œuvre, avec les quelques lignes que j'ai eu à lire, c'est ce que moi je veux dire. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Marie. Et donc, avant de continuer, comme je l'avais dit au préalable, Nicolas Machiavel, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait les études comme il s'est auto-formé dans la bibliothèque de son père. Et comme l'a dit notre ami Christophe, il a lu plusieurs histoires des princes qui étaient peut-être puissants ou faibles, mais qui ont pu se maintenir au pouvoir, et certains aussi qui étaient forts, qui étaient financièrement forts, mais qui n'ont pas pu se maintenir au pouvoir à cause de certains écueils qu'ils n'avaient pas pu éviter, etc. Donc il essaie de relater un peu les aptitudes qu'un prince, un bon roi ou un bon dirigeant doit avoir pour se maintenir au pouvoir. Et accéder, comment accéder aussi au pouvoir dans un premier temps, comment accéder au pouvoir et se maintenir au pouvoir, ça c'est l'essentiel. Parce que vous verrez que dans l'œuvre de Nicolas Machiavel, c'est quelqu'un qui ne s'interroge pas sur, comment on peut appeler ça, comment définir l'État, non, il ne s'intéresse pas à ça, mais c'est comment se maintenir. Tout ce pour lui l'État est, et c'est tout ce qu'il lui sait, l'État est, et on s'intéresse à ça. Maintenant, comment accéder à la tête de l'État et comment maintenir l'État. Et vous verrez que ici, j'ai essayé de recenser un peu quelques petites citations qu'il a eu à évoquer sur la notion de l'État. Pour lui, il dit l'État est synonyme d'autorité. Vous voyez, autorité, l'art de dominer. Il désigne, c'est-à-dire quoi, l'État désigne le domaine, un peuple, un territoire. Et vous verrez que ici, dans ces différents éléments qu'il a cités, ça se caractérise naturellement aussi dans notre société actuelle. Donc, excusez-moi d'abord, avant de continuer, j'avais voulu dire que notre œuvre qui est là actuellement, c'est une œuvre analytique. Donc, on va essayer aussi d'effectuer des analyses au fur et à mesure et de faire des rapports avec notre actualité. Voilà, on ne va pas rester seulement que dans le monde de Nicolas. Certes, Nicolas écrit ça, mais vous verrez que les différents éléments que Nicolas écrit nous servent jusqu'à actuellement. Puisque dans ce monde, il y a deux types de gouvernement, de manière de gouverner. Il y a des États qui sont forts et des États qui sont faibles. Mais bon, on va apprécier en fonction de ça et voir dans quel état nous nous trouvons. Et donc, il a dit pour lui l'État est, et c'est tout, on n'a plus d'autres questions à se poser. Quand tu es dirigeant, trouve un moyen de pouvoir te maintenir au pouvoir. Voilà. Et donc, il a eu à caractériser l'État et il a dit quoi? L'État n'a qu'un seul but pour lui, la grandeur et la prospérité, c'est tout. Ça c'est dans quelques chapitres, bon, on ne va pas tout citer les chapitres, mais on aura des chapitres devant qu'on va lire un peu pour comprendre certaines choses. Mais c'est dans ces chapitres-là qu'il a tiré ces différents éléments. Donc, il dit quoi? La prospérité et la grandeur. Et il dit quoi? Le prince doit être craint et non opprimer le peuple. C'est-à-dire quoi? Il ne doit pas les opprimer, mais il doit être craint. Parce qu'il a eu à établir entre la crainte et l'amour. Est-ce que le prince doit chercher à se faire aimer ou bien il doit se faire craindre? Il a mis ces deux éléments-là. À charge le prince de choisir l'élément qui lui sied. Mais pour lui, quand le prince est craint, ce dernier est encore mieux. Mais craindre ne veut pas dire que tu dois, comment on peut appeler ça, maltraiter le peuple, tu dois les opprimer. Non. Parce qu'il faut être craint au point de ne pas être, si on peut dire, haï. De ne pas te faire haïr par le peuple. Donc, lorsque tu te fais haïr, il a cité quelques éléments qui vont amener un prince à se faire haïr. Je les ai énumérés quelque part devant là-bas, on va y arriver. Et donc, il dit quoi? Le prince, il doit avoir un seul but. De telle sorte que le peuple, quand il se réveille le matin, leur seule idée c'est de manger et dormir. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'intéresser des affaires de l'État, non. Il doit s'arranger
à le faire par cette crainte qu'il inspire au peuple. Et dans quelques chapitres, là, il a énuméré même des exemples des princes et des rois qui vraiment ont respecté ces consignes. Et ils se sont maintenus au pouvoir sans souci. Et donc, on va passer maintenant aux analyses des chapitres. Mais, je n'ai pas tout énuméré tous les chapitres, mais il y a un premier chapitre que j'ai eu, le chapitre 25. Non, autant pour moi, 17. Donc, il dit quoi? De la cruauté et de la clémence du prince. La cruauté et la clémence du prince. Si vous pouvez prendre le chapitre 17, on va essayer de prendre un peu. Paris 103. Paris 103. De la cruauté et la clémence. Entre les deux, qu'est-ce que le prince doit choisir? Il doit être clément ou il doit être cruel? Ok, donc c'est une question que je pose. Il va trouver le chapitre. Avant de lire, chacun va essayer d'apporter son idée sur si un roi doit être, cruel ou bien il doit être clément. C'est deux éléments. Chapitre 17. ISB 2. De la cruauté et de la clémence. Voilà. Et Donc, il vaut mieux être aimé. le débat est ouvert. Il vaut mieux être aimé que d'être craint. Qu'est-ce que vous choisissez pour un bon roi, selon vous? Un bon prince, quelle est la qualité qu'il doit avoir entre ces deux éléments? La cruauté ou bien la clémence? Il doit chercher l'amour ou bien il doit chercher à être craint? Selon vous, le débat est ouvert. Apportez votre... si Mathias, si cette œuvre n'existait pas, selon vous, si vous devenez un conseiller d'un prince ou d'un roi ou d'un président, qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Il doit être clément ou bien il doit être craint? Il doit être cruel, Bon. Ok, l'ami c'est Merci bien. Déjà, je pense que avec tout ce qui vient d'être évoqué, je ne dirais pas que un prince doit être forcément doit se faire aimer, pas forcément aussi doit se faire craindre. Je pense que la question est à d'où voler. Parce que si on veut aller sur ce volet, on risque de se retrouver dans un trou où pour ressortir serait un peu difficile. Et donc pour moi déjà, un prince déjà doit se faire craindre. Ça c'est ma première opinion. Pardon, mon opinion. Si vous voulez, parce que déjà, en tant que prince, quand tu n'arrives pas à t'imposer, ou bien quand on n'a pas peur de toi, il y a un problème. Et lorsque ceux qui sont gouvernés se retrouvent au-dessus du prince, automatiquement on est voué à un désordre, au despotisme, à l'anarchie et tout ce qui va avec. Mais en même temps, il y a aussi l'autre côté, qu'on se doit se faire aimer. Parce que si le peuple ne t'aime pas, même si Machiavel nous dit qu'il n'a pas besoin de l'amour du peuple, tout ce qu'a besoin d'un prince, c'est de se maintenir au pouvoir. Comment faire pour arriver au pouvoir et comment faire pour y rester? C'est ce qu'il dit. Mais déjà, l'amour du peuple n'a pas besoin. Et il va plus loin dans cette stratégie où il nous dit qu'il faut faire croire au peuple que vous lui donnez ce qu'il a besoin. Il faut faire croire au peuple que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Vous voyez, je pense que c'est une analyse qui a vraiment du sens, surtout dans notre société. Parce que quand on essaie de ramener cette idée à notre société, on verra que c'est que la réalité. C'est ce que nous vivons en fait. Surtout en ce 21e siècle et tout ça. C'est ce que nous vivons dans nos États, que ce soit nos États africains ou nos États ou l'Occident. Donc pour moi, ces deux côtés ont leur place. Même si Machiavel nous dit qu'un prince n'a pas besoin de se faire aimer, mais c'est de se maintenir au pouvoir. D'accord, merci cher ami. Donc on retient avec ces mots que le prince doit avoir ces deux éléments. Ok, il n'y a pas de souci. Donc pour toi, il faut faire la tempérance entre les deux. D'accord, cher ami Guizot. Vous avez posé la question de savoir. Entre ces deux éléments, quelle est la qualité que doit avoir le prince pour se maintenir au pouvoir, pour être un bon prince? Il doit être clément ou il doit être cruel?
Pour être un bon prince, la fin c'est quoi? C'est de Se maintenir au pouvoir. C'est la fin qui justifie. Voilà, juste faire gérer le pouvoir. D'accord. À cette question, je vais répondre clairement. Excuse-moi, j'avais fait une erreur Oui. avec Cédou. Je voulais qu'on choisisse un seul élément. Un seul élément. Voilà. Bon, lui, il a choisi la mixité, mais c'est pas lui. Il a fait un mix. Là, il y a problème si vous on doit. Mais c'est ce que je recherche au fait. Non, c'est pas vous. Non, nous sommes. D'accord, ok, faites une analyse. Merci. D'accord. Donc, on a deux grands points. Donc, nous demandons si soit Clément ou Cruel. Cruel André, je vais mettre André. D'accord. Dans un premier temps, pour moi, je pense que le prince, soit le gouverneur, doit être Clément. Clément en ce sens qu'il doit beaucoup se frotter au peuple, beaucoup rencontrer les populations, échanger avec eux, rentrer dans les cœurs, et puis en le faisant ici, il va pouvoir conquérir les cœurs. On ne peut pas plaire à tous, mais une fois que tu es Clément, tu fais tout ce dont le peuple a besoin. Tu marches selon la vertu dont vous êtes imposé. Alors, on dira de toi que tu es Clément, mais le peuple, tu respectes les engagements. Tu n'es pas arbitraire. Toutefois, le gouverneur ou le prince doit aussi avoir un caractère cruel, comme tu le dis. Cruel, pas totalement cruel, mais il doit être un peu cruel. Pourquoi? Parce que, en plus d'être clément, là, il y a aussi le respect qui va s'éloigner un peu au fur et à mesure. Alors, d'un côté, si tu es clément avec les autres, beaucoup ne vont pas le voir ainsi. Tu seras forcément critiqué, tu ne seras pas apprécié par tous. Je veux dire par là que, en plus d'être clément envers le peuple, tu leur donnes le pain tous les jours, mais il y a forcément certains individus qui vont vouloir enquêter sur ton pouvoir. Alors, pour pouvoir te maintenir et perdurer dans le but d'être toujours clément envers ceux qui te comprennent, il faut être aussi autoritaire, donc cruel comme tu le dis. Alors, ça va permettre de mater des individus qui sont réfractaires. Il faudrait devoir un jour perdre ton pouvoir. Voilà. Ok, merci Maître Guizot. C'est ce que je peux faire. Vas-y, essaye-toi. Essaye un peu d'être. On ne sent pas mauvais. Voilà, non, on va les sortir. Je vais les faire sortir. Bon, selon mon analyse, tu as dit qu'il faut se maintenir au pouvoir. Pour être un bon prince, Pour être bon un prince doit être cruel ou il doit être clément. Bon, avant même d'accéder au pouvoir, pour que tu puisses te maintenir, il faut que le peuple t'aime. Donc il faut qu'il soit aimé d'abord, avant d'acquérir au pouvoir. Maintenant, arriver au pouvoir, vu que tu es déjà aimé du peuple, il ne faudrait pas que cet amour-là t'aveugle en quelque sorte. Il faut être aussi cruel. Il faut associer les deux en fait. D'accord. Donc pour toi, tu rejoins chez Seydou. Vous tous regardez Seydou, donc c'est... Ok, avant de continuer, je vais poser une question d'abord, avant de continuer. Elle a parlé de l'amour tout à l'heure. Les autres, vous allez intervenir. Je regarde ton argumentaire. Vous croyez vraiment que les personnes qui ont le pouvoir, même qui sont riches, c'est pas un griffe, est-ce qu'ils sont vraiment aimés? Est-ce qu'ils sont vraiment aimés? Les personnes qui ont le pouvoir, qui sont riches, qui sont nantis financièrement, est-ce que vous pensez qu'ils sont aimés vraiment? Ok, on va commencer par En fonction de ce qu'elle vient de dire, moi je pense que la question que tu viens de poser, tu disais tout à l'heure, est-ce que les personnes qui sont riches et qui accèdent au Est-ce qu'ils pouvoir, sont vraiment aimés? est-ce que ces personnes-là sont vraiment aimées? Moi je dirais que c'est selon le jugement des populations en fait. Si la population pense que cette personne-là, en venant au pouvoir, qu'est-ce qu'elle va nous apporter en fait, comme peut-être contribution, comme l'intérêt? Je dirais que c'est en quelque sorte dans un jeu d'intérêt dans lequel les gens seront en fait. Quand il vient au pouvoir, qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme contribution? C'est vrai, on va te faire accéder au pouvoir, mais qu'est-ce que toi tu peux nous apporter? Si on voit que tu rentres dans le cadre de notre plan, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que voilà, les populations, il y aura comme un semblant d'amour, et bon, c'est ce que moi je vois. Il y aura comme un semblant d'amour, c'est dans ce sens-là, on dira que bon, ce monsieur est aimé de la population et tout. On dira que peut-être il est clément, voilà. Mais il ne faudrait pas que cette clémence-là
s'asseoir avec de la clémence sur une seule ligne, quoi. Comme, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire on est tout droit, clément à tout moment. Il y aura des moments où le prince fera face à certaines situations. Il ne va pas tout le temps appliquer là de la clémence encore. Il faudra qu'il fasse, preuve quand même de courage ou encore de bien certain cran pour pouvoir régler tous ces soucis-là. Là, on peut dire d'une certaine manière que c'est lui qui a raison. Un peu de clémence et un peu de cruauté pour pouvoir équilibrer les choses dans la société. Ok, merci Marinette. Donc, qui veut parler de l'amour? S'il vous plaît, en parlant de l'amour, ne parlez pas de dirigeants. Il pas de... Quand je veux donner notre cadre de la société, par exemple, c'est pour être riche, et nous tous nous manifestons de l'amour vers lui. Est-ce qu'on aime vraiment bien cette richesse-là? Est-ce qu'il est vraiment aimé? Moi, je dirais que d'une part, quelqu'un qui est riche, il est d'abord aimé, il est aimé, et d'autre part, il est aussi détesté. Il est aimé en ce sens qu'il a beaucoup d'argent, on l'envie, on veut être comme lui, on va l'encourager, être ses différents fan clubs pour pouvoir avoir quelque chose. On essaie de lui prendre la main et puis crier sur la toile pour se faire remarquer aussi vis-à-vis de lui. Ça, c'est le côté. Le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, celui qui a l'argent n'est pas forcément aimé. Il n'est pas aimé, il est détesté. Pourquoi? Parce que certains ont la haine de le voir, il y a certains qui sont jaloux de son succès, il y a certains qui sont écrits, il y a certains qui n'aiment pas voir du tout la réussite de quelqu'un comme ça. Donc ça leur fait mal de voir que cet individu aussi, quelqu'un d'être aimé comme lui, est plein aux as et pourquoi pas lui aussi. Donc du coup, ils vont intenter même une action qui va même aboutir à peut-être le faire disparaître, le tuer tout simplement. D'accord. Donc on retient avec Guizot que l'homme qui est riche, c'est quelqu'un qui est d'abord aimé par une frange et pas aimé par il est aimé par un intérêt. Donc l'amour vrai n'existe pas envers lui. Voilà. Ok, je retiens, c'est ce que je cherchais au fait. Et donc on va aller voir avec la table. Non, le deuxième point ne m'intéresse pas trop parce que je voulais voir vraiment est-ce que l'amour vrai existe envers ces derniers. Non, on les aime par intérêt, je retiens par discipline. Alors Miss. Vous avez dit quelqu'un qui est riche. Est-ce qu'il est aimé? L'amour que les gens. Oh oui, on l'aime. Est-ce qu'il aime, on l'aime réellement? Réellement. Parce que vous remarquerez, sinon vous allez continuer, vous remarquerez que quand ces derniers viennent comme ça dans une assemblée, tout le monde les acclame. Oui, on l'aime, c'est lui, on veut, c'est tant. Mais est-ce que dans notre fond réel, c'est l'amour qu'on manifeste envers nous ou bien c'est l'intérêt comme l'a dit Guizot? Donc allons essayer d'apporter votre définition. Moi je pense que cette personne-là est aimée. Parce que dans tous les trucs de la vie, toutes les choses de la vie sont par intérêt. Tout est par intérêt dans la vie. Même le fait que, excusez-moi, même le fait qu'on adore Dieu. Vous pensez que si Dieu avait dit qu'il n'existe pas de paradis et d'enfer, il y a certains qui allaient trouver là. Tout est par intérêt. Même aimer quelque chose, c'est par intérêt. Parce que j'ai aimé quelque chose chez toi. C'est ce qui fait, hormis l'argent. Il y a des gens qui aiment des gens parce que tu vas lui demander pourquoi tu aimes ce dernier. Il va te dire par exemple, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Même en amour, entre femmes et garçons, quand tu demandes à un homme par exemple, qu'est-ce que tu aimes chez moi? Il va te dire par exemple, parce que tu es naturel, parce que tu es comme ça, parce que tu es comme ça. Tout est par intérêt dans la vie. Tout est par intérêt. Donc si tu ne rentres pas dans mon truc, je ne t'aime pas. Donc tout est par intérêt. Maintenant, côté s'il a l'argent et qu'il est parmi des personnes, il y a forcément des gens qui sont mal intentionnés, il y a d'autres qui t'aiment. Donc c'est à lui de faire la part des choses. De pouvoir faire d'avoir cet esprit de discernement-là à telle personne, même vraiment il n'est pas mal intentionné, telle personne est mal intentionnée, puis faire la part des choses. Il ne faut pas que son argent lui monte à la tête. Voilà, il faut qu'il fasse la part des choses. Merci Miss Bakaroko. Donc on retient avec Miss Bakaroko que dans la vie, tout est intérêt. Je pense qu'elle rejoint l'idée de Nicolas Machiavel. On va lire là, on va faire la lecture. Donc, Monsieur Seydou, Ami Seydou, désolé, cher ami Seydou.
allons-y, vous aurez à dire quelque chose et puis on va étendre avec D'accord. Amissé. Déjà, on me demande à savoir si une personne qui est riche est forcément aimée. Et elle a essayé de décortiquer en parlant de tout est fait par intérêt sur cette terre, même si c'est ce que Nicolas Machiavel nous fait croire. Ce sont les hypothèses qu'il émet. Mais déjà, moi je pense qu'au niveau de l'amour, il y a quand même encore lieu de faire une distinction au niveau de l'amour. Parce que il y a ce qu'on appelle l'amour, si vous voulez, l'amour maternel, si vous voulez, l'amour que nos parents, que nous avons vis-à-vis de nos parents, c'est que vice-versa. Et il y a aussi cet amour de la société. Mais vu qu'on parle d'une personne qui est riche, qui est dans une société, donc je pense que ça ne touche pas forcément l'amour côté maternel. Sinon, moi je pourrais dire oui, cette personne aimée, d'autant plus que c'est quelqu'un qui a mis cette personne au monde et c'est sûr que la personne qui a mis cette personne au monde aime son enfant malgré son état, qu'il soit riche ou pauvre. Et là, c'est de l'amour vrai. Maintenant, on descend dans notre société, vu que nous sommes dans une société, je pense que là, c'est basé sur l'intérêt et non pas sur l'intérêt. Sur l'intérêt, pourquoi? Parce que tu vas apporter quelque chose à notre société, à quelqu'un, tu veux faire du bien à la société. Donc pour ce faire, nous, on a besoin de t'aimer. Parce que si on ne te fait pas croire qu'on t'aime, c'est sûr que tu ne vas pas réagir. Et c'est ce que Nicolas Machiavel nous dit. Il dit, même le peuple ne respecte pas sa parole donnée. Pourquoi est-ce que le souverain respecterait sa parole donnée? Vous voyez, dans son œuvre, il y a une partie où nous fait ressortir ce côté-là. Donc déjà, il y a un problème pour nous dire que dans la société, comme elle pouvait le dire, c'est du vice versa. Mais sur l'autre volet, si c'est de l'amour vrai. Mais en même temps, il y a aussi des personnes dans une société qui sont beaucoup altruistes, c'est-à-dire sensibles aux problèmes des autres, si vous voulez. Et donc, ces personnes, tout de suite, il a de l'argent, et le fait de le voir déjà, je suis content, même s'il ne me donne rien, mais vraiment, c'est une personne qui inspire, j'ai envie de faire comme dans notre société, au niveau de la Côte d'Ivoire, excusez-moi du terme, on a eu un ministre d'alors qui n'est plus. Voilà, on a vu un peu sur ce côté-là. Il y a des personnes qui l'aimaient pour ce qu'il avait, il y a aussi des personnes qui l'aimaient parce que c'était quelqu'un auprès de qui on pouvait apprendre beaucoup de choses. Donc, comme elle a dit, quand on essaie d'aller en profondeur, c'est toujours l'intérêt. Mais je le dis toujours, côté maternel, c'est pas de l'intérêt, mais c'est parce que j'ai mis mon enfant au monde. Et si je n'aime pas mon enfant, qui est-ce que va aimer mon enfant? Et en tant que celui-même qui est riche également, je pense que c'est vice-versa. Parce que dans notre société, il ne faut pas trop aller sur ce côté-là. Merci beaucoup, Ami Seydou. Donc on retient avec Seydou qu'il y a plusieurs types d'amour. Donc voilà. Pour ce qui est de l'amour du riche, là il a établi encore un distinguo. Et donc on va évoluer encore en continuant toujours sur une autre question. Il y a avec Jackie qui n'avait pas encore parlé et Franck. Donc ils vont apporter. Elle a apporté son avis. Non, pas encore. Elle n'a pas encore parlé là-dessus. D'accord, il n'y a pas de souci. Elle a parlé dessus. Tu me diras vraiment si. Quelle était la question déjà? Cruauté ou clémence? Oui, elle a parlé. C'est là qu'elle a parlé de l'amour. C'est qu'elle a développé le terme amour et puis je l'avais compris. Donc on va aller avec Jackie qui va nous dire si le prince doit être cruel ou bien il doit être clément. Ah, d'accord. Moi, pas, je vais essayer un peu. Est-ce que j'essaie, comme on a un timing qui est un peu. Je vais essayer un peu de rester fidèle à l'auteur et à ses dits. Parce que l'auteur nous dit dans l'un de ses passages que l'homme même est de nature mauvaise. Donc, les questions d'amour, de clémence, bon, ça peut venir après, ça peut venir dans les relations. Mais les relations entre hommes, c'est
la méchanceté, la cruauté, l'ingratitude même qui existe. Voilà, qui existe. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons tout ce que l'auteur nous a dit avec les principautés acquises par la fortune, les âmes d'autrui, la Séraclès, ou je ne sais pas si c'est quoi. Ecclésiastique. Séraclès, c'est ça. Ok, autant pour vous. Il nous démontre tout ça, toutes ces principautés acquises avec toutes ces caractéristiques. Et encore, il nous fait ressortir encore comment un prince doit faire pour se maintenir avec de la crainte ou de la clémence. Lui-même, il nous dit d'abord que l'homme même est de nature mauvaise. Donc, comme l'ami Seydou l'a dit, si le peuple, l'homme même que toi-même tu es, tu sais que tes semblables sont déjà mauvais, et toi qui as la tête, tu veux partir avec la clémence, mais tu ne vas pas durer. Si tu veux te maintenir, tu ne vas pas durer. Si tu veux aller avec la crainte aussi, bon, certes, les gens vont te craindre, mais à un moment donné, cette crainte va disparaître et il y aura une révolution dans la tête. Donc, il y a quelqu'un qui a évoqué aussi le fait que le prince, l'État ou l'homme d'État doit aller avec les deux, la crainte et la clémence. Mais aller avec la crainte et la clémence, à un moment donné, cette crainte, cette clémence-là, est-ce que tu vas pouvoir les mettre ensemble et toujours les mettre en application? Est-ce que tu vas pouvoir? Parce que l'auteur nous dit que un prince pour se maintenir, il doit rester fidèle à sa parole. Il doit toujours respecter sa parole. S'il ne respecte pas sa parole, de peur que le peuple l'enlève du jour au lendemain. Vous voyez? Donc, aller avec la clémence, quelque chose que tu vas commencer, il faut t'assurer de finir. Si tu sais que tu ne peux pas finir, tu ne dois pas commencer. La crainte et la clémence peuvent maintenir un prince au pouvoir ou l'homme d'État au pouvoir. Si nous prenons l'actualité et si nous ramenons les dits de l'auteur à notre société actuelle, nous regardons les différents dirigeants qui se sont succédés. Nous remarquons avant même leur venue ce qui se passe et pendant qu'ils sont là, ce qui se passe. Voilà. Bon, je vais m'arrêter un peu là pour... Ok, je vois Jackie qui veut faire un pas en avant. Nous sommes d'abord. Il a déjà touché tous les chapitres. Je pense que l'on peut s'arrêter là. Mais bon. Voilà, comme Christophe aussi a quelque chose à dire, donc on va écouter Christophe. Bon, pour moi, c'est juste apporter des additifs, parce que vous avez déjà tout dit. Vous avez déjà tout dit. Voilà. D'abord, pour moi, même la nature n'est jamais homogène. Il y a toujours un temps où il pleut, et puis il y a aussi un temps où il fait chaud. Il ne peut jamais pleuvoir toute l'année. Cela veut dire que quoi? Un prince doit aller aussi bien, il doit être aussi bien cruel que aussi avoir de la compassion et de l'amour. L'excès de nuit, ça on le sait très bien. Le fait de chaque jour être craint, ça détruit même le prince. On a vu un peu les principautés qui ont été acquises par les Séraclès, c'est-à-dire par les méchancetés, des méchancetés extrêmes. Une personne par exemple qui vient au pouvoir, il n'est pas légitime, c'est-à-dire il n'émane pas de la majorité du peuple, mais il vient au pouvoir tout simplement parce qu'il a des armes, il se forge des armes et il fait voilà, un push, mais pas un push en tant que tel, mais il tue tout le monde et puis il vient au pouvoir. Mais Machiavel lui-même avait bien relevé cela, que celui-ci, il sera forcément renversé. Et Machiavel n'a jamais pris celui-là, j'oubliais un peu son nom, comme étant un prince. Il avait déclassé comme étant un prince. Mais Machiavel parlait, je pense bien, de l'Empire romain. Il disait que l'Empire romain utilisait en fait les deux stratégies. Aussi bien asservir que protéger. Tu as servi et tu protèges. C'est-à-dire tu es cruel et en même temps tu ajoutes un peu d'eau dedans. Donc c'est à partir de
ce mélange-là qui aura au fait, comment on appelle ça, Certaines constances. voilà, il y aura une certaine constance. Donc voici un peu, voilà, ce que nous on va. Merci cher ami Christophe. Je pense que tout le monde est intervenu. Hein. Tout le monde a dit son avis. D'accord. On va continuer encore avec le chapitre suivant. Mais avant que je n'y arrive, il faudrait tenir selon ce que Jacques a dit et selon ce que j'ai dit aussi dans mon livre. Nicolas Machiavel, lorsqu'il faisait son analyse sur ce point, il est parti d'abord d'un postulat. On a dit que l'être humain est par nature méchant. Il va te montrer en réalité qu'il est avec toi. Mais quand tu donnes le dos, c'est autre chose. Donc, pour pouvoir diriger cet individu qui est de nature méchante, même vous allez donner une éducation, quelle que soit l'éducation que vous allez donner à un individu qui est par nature méchant, ça ne peut rien changer. Là, c'est sa nature. Donc, pour diriger cet individu, qu'est-ce que le prince, dans quel postulat le prince doit se mettre? Il doit être 2 fois plus méchant que ce dernier pour pouvoir se maintenir. Donc, partant de cela, il faudrait que le prince soit d'abord craint par la cruauté. Même s'il faille qu'il tue, s'il faille qu'il pille, c'est-à-dire quoi? S'il faille qu'il vole, plus c'est l'individu qui est devant lui, c'est un voleur. Donc, il faut être 2 fois plus voleur que lui. Donc, ce sont ces éléments un peu, on va les voir par la suite, mais on va attaquer d'abord le prochain chapitre qui est comment le prince doit tenir sa parole. Bon, ici, on ne va pas trop discuter dessus. Le prince, c'est quelqu'un qui doit être ferme sur ses décisions. Quand il dit qu'il va faire ça, il le fait sans aucune compassion. Et c'est ce qui est dit ici. J'avais voulu qu'on lise le passage, mais bon. C'est quel chapitre? Le même chapitre, chapitre 19. Non, 18, page 115. 17 ou même 18. C'est 18. Tu veux qu'on dise quoi? Là, on a parlé de Chapitre chapitre 17. Oui, oui. Comment le prince doit ça? Comment les princes doivent tenir leur parole. Chacun comprend combien il est louable pour un prince d'être fidèle à sa parole et d'agir toujours franchement et sans artifice. De notre temps, néanmoins, nous avons vu de grandes choses exécutées par des princes qui faisaient peu d'écart de cette fidélité et qui savaient en imposer aux hommes par la ruse. Nous avons vu ces princes l'emporter enfin sur ceux qui prenaient la loyauté pour base de toute leur conduite. On peut combattre de 2 manières, ou avec les lois, ou avec la force. Je pense qu'il va s'arrêter là. Donc, pour lui, le prince, il a deux méthodes de combat. C'est-à-dire quoi? Il peut combattre avec les lois ou avec la force. Mais ici, il a dit quoi? Les lois, c'est pour les hommes. Dans les passages, il dit les lois, c'est pour les hommes. Mais la force, c'est pour les bêtes. Donc ici, le prince, il doit utiliser la loi à sa propre guise. C'est-à-dire quoi? Il doit avoir les 2 éléments en lui pour pouvoir prendre ses décisions avec fermeté. Il doit agir en homme et agir en bête, si c'est nécessaire. Et donc, on va suivre avec le chapitre qui est juste en haut de ça. C'est le chapitre 19. Il dit le prince doit éviter d'être méprisé et haï. Bon, je l'avais dit au préalable que le prince doit faire, il doit être craint, mais il ne doit pas se faire haïr par le peuple. Et donc ici, il a dit quoi? Il doit éviter d'attenter au bien de ses sujets et d'attenter aussi à l'honneur de leurs femmes. Selon vous, je ne sais pas si quelqu'un peut essayer d'expliquer ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire qu'un prince, pour se maintenir au pouvoir, pour être craint, ce dernier doit éviter 2 éléments. Il doit éviter d'attenter au bien de ses sujets. Il doit éviter d'attenter à l'honneur des femmes de ses sujets. Ces 2 éléments, il dit tu peux faire tout. Toi le prince, tu peux faire tout pour te faire craindre, mais évite ces 2 éléments. Donc selon vous, pourquoi est-ce qu'il veut que le prince évite d'attenter d'abord au bien et ensuite à l'honneur des femmes de ses sujets? Le débat ouvert. Selon vous, une analyse, vous essayez de trouver un peu quelle sera la finalité si jamais le prince arrive à le faire. Et quel est le sentiment de ces sujets envers ces 2 éléments qu'il a évoqués. Bon, on va commencer, désolé les hommes, mais on va commencer par les femmes. Donc, M. Bakayoko, vous avez la parole. Donc vous dites que qu'est-ce qui se passerait si il essayait
Selon vous, de s'attaquer pourquoi est-ce que à- l'auteur dit d'éviter ces deux éléments, c'est-à-dire les biens de ces sujets et puis l'honneur des femmes de ces sujets? L'honneur des femmes Dans de les ces femmes de sujets. ces sujets. Et puis les biens de ces sujets. Parce que déjà, un homme, quand tu attends à l'honneur de sa femme déjà, c'est comme si tu déshonorais en même temps cet homme-là. Tu fouettais son orgueil. Et en fouettant son orgueil, tu le fais révolter en fait. Ça dit tu le blesses dans son amour propre. Et quand il est blessé dans son amour propre, là, il se révolte. Et s'il se révolte, il risque ça dit cette crainte que tu lui inspires, il arrive à se surpasser au fait. Et il devient un danger pour toi. Donc, je crois que c'est cela que. Et puis, attenter à son bien. Quelqu'un qui n'a plus de bien. Voilà, il devient rebelle. Et puis il n'a plus rien, il s'est dit qu'il n'a plus rien à perdre. Donc, il fait tout pour te nuire. Voilà, ça va dans On a déjà perdu les deux choses qui lui sont chères. Donc, Voilà. donc on retient avec Miss Bakayoko que un individu donc, en atteint à l'honneur de sa femme, c'est comme si c'était lui-même, c'est à lui-même que tu avais attenté, c'est-à-dire il a tout perdu. Donc là, il est capri, bon, comme on peut le dire dans nos jargon. Et avec les biens aussi, il n'a plus rien à défendre. Donc là, il est livré à lui-même. Donc l'essentiel c'est de le tuer en même temps ou bien toi je tue. D'accord. Et donc, il n'y a pas de dame. Excusez-moi les hommes, on va finir. On va faire d'abord les 53% des femmes d'abord, non d'arriver à vous. 52 autant pour moi. Donc, Laetitia, tu vas nous dire pourquoi, selon l'auteur, lorsque le prince attend à l'honneur des femmes de ces sujets ou à leur bien, cela sera un danger un danger pour lui en quelque sorte. Je la rejoins parce que son sujet, il a que sa femme et ses biens. Donc si tu as bafoué l'honneur de sa femme, tu as pris tous ses biens, il ne lui reste rien. Donc forcément, il y aura quelque chose. D'accord. Essayez d'analyser un peu plus. On a plein de choses à se dire et le temps passe. Donc, c'est d'où tu vas prendre la parole. Bon, merci Mohamed. Et déjà, je pense que Nicolas Machiavel, si il nous fait réfléchir, nous amène à réfléchir déjà sur notre société, dans notre milieu de vie. Comme on a l'habitude de le dire, ne crache pas là où on dort. Parce que tu dois dormir quelque part et si tu craches là, tu fais comment dormir, c'est un peu difficile. Mais tes sujets qui sont là, c'est grâce à ces sujets-là que tu es arrivé au pouvoir. Et une fois au pouvoir, tu veux te mettre sur le chemin de tes sujets. De façon directe. Moi je dis de façon directe parce que le fait de s'attaquer au bien d'une personne et aussi à sa femme, c'est de façon directe. Ça, c'est pas indirect. C'est de façon directe. Et déjà, d'autant plus que cette personne n'a que ça dans la société, tout de suite, tu es en train de pousser la personne à se révolter, à se rebeller. Nous dit tout simplement que nos États, sinon nos gouvernants que nous avons dans nos sociétés, avant d'arriver au pouvoir, ils nous font appel. On parle à leur écoute. Ils parlent, on écoute. Et quand on finit, ils font tout. Le plus beau des discours, les cadeaux qu'on veut. Et puis ils arrivent au pouvoir. Une fois au pouvoir, c'est de ça que Machiavel parle. Une fois au pouvoir, comment est-ce que tu dois te comporter? Attention, n'oublie pas que tu es quitté quelque part. N'oublie pas que ce sont des personnes qui t'ont envoyé là où tu es. Et donc, le fait de te gonfler d'orgueil tout de suite, on sera à la rue. Et donc, le plus sûr, c'est d'aller doucement si on veut avoir toujours
la supériorité, si vous voulez, ou l'état supérieur sur sa population et sur ses sujets. D'accord. Merci beaucoup, Cédou. On va passer à une autre personne encore. Christophe, soyez le plus bref possible. Bref aussi. Bon, il y a deux volets. Il y a la femme et il y a les biens. Très bien. D'abord, pour ce qui est de la femme, bon, pour la femme ici, c'est une cruauté. C'est d'être cruel. Parce que la femme, il a été dit la femme et l'homme. Bon, c'est son seul, c'est sa seule richesse en fait, c'est sa fierté. C'est ça, c'est sa fierté. Tu peux pas lui arracher ça. Qu'est-ce que tu veux créer à la fin? Forcément, peut-être c'est la guerre et la révolte. Mais pour ce qui est des biens, c'est là qu'il faut en fait, la réponse sera nuancée. Parce que le prince aura nécessairement besoin des biens. Tu peux venir au pouvoir, on dit à plusieurs reprises que l'État se loue aussi d'impôts, etc., etc. Tu peux avoir des biens. Dubouré peut avoir des biens. Mais lorsque le prince vient, ces biens-là, Machiavel au fait veut parler de celui qui est démuni, si on peut dire ainsi. Démuni carrément. Voilà. Sinon, les impôts ne vont pas carrément. Voilà. Donc on ne peut pas dire de ne pas forcément attenter au bien. On doit forcément attenter. Quand on dit attenter, excusez-moi, je ne sais pas si quelqu'un peut éclairer notre truc dessus. Quand on dit attenter, c'est carrément porter atteinte à ses biens, c'est-à-dire il ne dispose de plus rien. Ils sont incapables. Voilà, ils sont capables de prendre ses biens, c'est attenter. Par exemple, attenter à sa femme, il a pris sa femme, et puis ses biens. Tout pour lui seul. Non, mais là, vous avez la réponse parce que ça ne peut pas donner lieu de débat. Exactement. Donc, si ça ne peut pas donner lieu de débat. Ici, c'est d'analyser et de chercher à savoir si un prince arrache ou n'importe atteinte au bien et à la femme de l'un de ses sujets, s'il sera haï ou pas par ce dernier. Oui, je peux répondre pour dire que oui, parce que l'existence d'une personne, même d'un homme, repose sur quoi? Sur la famille et ses biens. Sans ces deux-là, il est quoi? Il n'est rien. Il est comme un animal, il est exposé à toutes choses. Donc il peut faire toutes choses. Et même, il peut s'opposer même au gouvernement qui est en place, ou bien à celui qui lui impose des lois. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup, Jackie. On va aller avec Gizo et puis essayer de voir le Franck. Je pense qu'il y a une précision à faire. Oui, la précision. Je pense qu'il y a une précision à faire. On parle des biens et on parle aussi du volet de la femme aussi. D'accord. Machiavel lui-même il a dit, l'homme est par nature un être violent et voilà, aspire à tout ce qui l'entoure. Et donc, je pense que les sujets, comme le prince, sont tous deux violents, mais il y a réserve au cas où. Alors, tout est fait sur la base d'un contrat, généralement. Au départ, les personnes étaient à l'état de nature, c'était la guerre de tous contre tous, la violence de tous contre tous. Et on a décidé de céder, de renoncer à une partie de notre liberté pour pouvoir avoir une garantie, avoir une protection. Alors, si j'ai décidé de renoncer à ma liberté et que pour pouvoir te placer et pour que tu nous surveilles, et que toi tu profites de cette situation pour empiéter sur une autre liberté, alors on va faire appel au premier cas, l'état de nature, alors il y aura des personnes vont se révolter. Donc je pense que si Machiavel l'a évoqué, c'est parce qu'auparavant, les princes d'avant avaient ce genre de comportement. Donc je pense que s'il a ciblé ces deux points, c'est pour dire mais attention, tu es le prince, voilà, n'oublie pas que tes semblables aussi sont violents comme toi, alors ça va créer l'anarchie. Donc on retient avec Gizo que l'État ou les principautés sont établies sur une base de contrat social. Et avant c'était l'anarchie, le désordre. Le plus fort marchait sur le plus faible. C'est bien, sa femme lui prenait, et puis il n'y a rien, même le tue. Mais depuis tout a été établi, tout a été bien ordonné. Ça offre une garantie. Donc c'est ces deux éléments-là que le prince ne doit pas jouer. Ok, donc merci Gizo. Tu as déjà intervenu, non, mais tu as quelque chose d'autre à dire? Ok, d'accord, donc je fais un peu plus rapidement pour la Je voulais faire un peu allusion à ce qu'il a dit sur le fait que le prince est venu sur la base d'un contrat social. Ici, Machiavel, dans son œuvre, il ne nous dit pas forcément si le prince, s'il a été
désigné par le peuple ou pas, qu'il soit en place par la force ou par la volonté du peuple, il peut se faire aimer comme se faire détester. Donc c'est ça qu'il veut nous faire ressortir. En quelque sorte, le prince ne doit pas se faire haïr. Sinon qu'il vienne par la force ou qu'il vienne par un contrat social, tout, ça ne revient pas au même. Mais il doit forcément éviter de se faire haïr par ceux qui doivent gouverner cette tout. D'accord, merci beaucoup M. Jacques, ami cher ami Jacques. Donc c'était son analyse qu'il avait fait de la chose. Merci d'avoir apporté quelques éclaircissements là-dessus. Et on va continuer. Marie, vous avez quelque chose à ajouter. Franck, vous avez d'accord, il n'y a pas de souci. Donc il faudra dire qu'avec l'analyse que tout le monde a apporté, c'est carrément ça. Hein, parce que le chapitre 9, c'est comment éviter d'être méprisé et haï. Donc c'est ces deux éléments. Pour éviter d'être méprisé et être haï, il faudrait que le prince évite d'attenter à ces deux éléments. Et quelque part même devant, Nicolas Machiavel dit quoi? Que l'être humain étant méchant par nature, tellement méchant qu'il oublie la mort de ses pères et mères que la perte de ses biens. Il oublie plus vite la mort de ses pères et mères que la perte de ses biens. Donc ça là, il ne faut pas toucher. Parce que son père et sa maman ils sont morts, mais il a plus oublié sa mère. C'est bien qu'il a perdu, hein. Jamais. Donc ils oublient plus la mort de leur père et mère que la perte de leurs biens. Donc cet élément, si tu veux vraiment éviter d'être haï, pour ne pas que tu sois haï, mais tu sois méprisé, il faut éviter ça. Carrément. Donc on va continuer, ça c'est une citation que j'ai retenue. Donc les individus, les hommes, là je suis. Oui, vous ajoutez rapidement et puis voilà. Je ne serai pas désolé. Tu dois pas être mort. En fait, c'est depuis le début, on ne fait que expliquer. Et ça m'envoie à trouver des analyses un peu sur l'image que Nicolas Machiavel essaie de nous présenter. Si vous avez l'ouvrage imagistique, vous voyez, il écrit là le prince en noir. On sait ici tout ce qui veut dire le noir. En noir ici déjà c'est l'obscurité. Et donc déjà, le fait d'exploiter cet ouvrage-là, c'est de retrouver la paix, le pouvoir et puis la sécurité. Pourquoi ces trois? On voit qu'il y a du bleu qui traîne là derrière. On sait que le bleu, c'est le signe de la santé. Et le blanc, on sait que c'est la paix. Et donc c'est le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, on sait qu'il y a la guerre, mais déjà, une première idée, c'est la paix. Oh, je suis au pouvoir. Le gars, il respire profondément. Et après, on a l'aigle qui est là. J'espère qu'il ne fait pas fausse route, on a l'aigle qui est là. On sait que l'aigle, c'est un animal protecteur. L'aigle protège. Et donc Machiavel essaie de nous donner tout ça. Et avant de venir maintenant en bas, Nicolas Machiavel. C'est le prince en fait. C'est-à-dire, dans cet ouvrage, voici les trois éléments que vous retrouverez, mais que vous allez retrouver si vous voulez. La santé, la paix et le pouvoir. Donc c'est tout ce que je voulais ajouter un peu avant de continuer. C'était une analyse qui m'était venue en tête. Merci, c'est on allait toucher ce point dans les analyses et questions. Mais tu as déjà fait ton analyse, sinon j'allais poser cette question. Désolé. Non, on va y arriver, ne vous pressez pas. Donc sinon j'ai mis ici analyse et questions. On allait arriver là-bas. Mais bon, merci beaucoup pour toujours nous égayer sur tes différentes analyses, que tu fais des images. Ça nous apporte un plus encore. Et ça va nous permettre encore de comprendre plusieurs choses. Merci à la Miss. Et on va continuer dans notre analyse. Et donc, tout à l'heure, j'ai évoqué le cas des biens et des femmes des sujets. On avait dit que ces derniers étaient vraiment attachés avec lui et qu'ils oublient toute la mort de leur père et mère, que la perte d'un bien. Et ça même, on peut essayer d'analyser à d'autres vies actuelles. D'autres téléphones. Souvent, même quand tu oublies ton téléphone à la maison, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade. Tu es carrément malade. Tu as envie de te retrouver. Tu n'as pas envie de te retrouver. Et même quand ton téléphone se ferme, tu es coupé du monde. Tu es perdu.
Donc là, on est beaucoup rattaché à notre bien. Quelqu'un même qui vole notre bien, on est capable de le tuer. Ça, seulement, on le voit dans nos quartiers. Les Djoufafraya, ils sont trop forts. Autant pour moi, mais c'est un terme ivoirien, donc je sais l'employer. Djoufafraya, c'est-à-dire c'est le dernier qui arrache le téléphone et le fuit. Ils sont capables même de se déchirer, ça ne leur dit rien. Mais l'individu, quand il a attrapé dans ces différents quartiers-là, on sait ce qu'ils le font. Des bruits, tout ce qu'il ramasse, en tout cas, ça va avec son corps. Ça se marie avec. Donc vous savez à quel point l'individu tient à ses biens. Donc il est capable de tuer son semblable pour son bien. À moins que ce soit le roi qui vienne lui arracher ses biens. Mais ce dernier, il va le haïr, il va le mépriser. Donc c'est tout à fait naturel. Et on voit que l'œuvre même de Machiavel est toujours d'actualité. Voilà, ça suit son but, donc ça reflète toujours la modernité. Et donc on va continuer encore avec le chapitre suivant. Le chapitre 22. Le chapitre 22 ici est intitulé Les secrétaires du roi, c'est-à-dire ses ministres, les différentes personnes qui doivent entourer le prince, avec qui il doit travailler. Donc selon vous, quelles sont les personnes, donc les personnes idéales avec qui un roi doit travailler pour être un bon roi, pour maintenir son pouvoir, puisque le but c'est de maintenir son pouvoir. Quelles sont les personnes idéales avec qui un roi peut travailler pour maintenir son pouvoir? Le débat ouvert. On va juste prendre une minute par personne, on ne va pas tout aller. Donc selon vous, un prince doit s'entourer de quel type de personnes pour pouvoir se maintenir au pouvoir? Puisque le but c'est de se maintenir au pouvoir. Ok, allons avec Cédou. Déjà, la question elle est très claire. Un prince, et on sait que le prince, il veut s'accaparer tout le pouvoir. Et donc, il a forcément besoin des collaborateurs pour travailler, pour se maintenir au pouvoir. Mais il sait que si j'ai des collaborateurs qui ont la même vision de gouverner, de se maintenir au pouvoir que moi, il y a un problème. Donc, tout de suite, le prince a besoin de collaborateurs qu'il peut manipuler facilement, c'est-à-dire manipuler à son avantage. Donc, on retient avec Cédou que le prince doit se faire entourer des personnes qui sont facilement manipulables. Donc les personnes qui n'aspirent pas au pouvoir aussi comme lui. Parce que là, s'il s'entoure des personnes qui ont une même vision d'accéder au pouvoir comme lui, il y a problème. Il ne va pas durer. Ok. Donc une femme, s'il vous plaît, les femmes, aujourd'hui c'est la fête des mamans. Donc essayez de vous faire sentir. Voilà, avec Miss Bakayoko. Voilà, autant pour lui, la ligne Bakayoko. Comment, avec quel type de personnes nous doit travailler? Comment voilà, quels sont les types de personnes qui doivent s'entourer pour pouvoir maintenir le pouvoir? Maintenir le pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir. D'abord, quand je prends le cas des entreprises ou même de nos présidents, de nos dirigeants ici, ils prennent toujours des personnes qui ont la même vision que nous. Même avec notre président actuel, notre président Ouattara, aujourd'hui, si vous avez bien remarqué, il ne travaille qu'avec, il ne nomme les gens ministres que ceux qui ont la même vision que lui. Ceux qui ont les mêmes principes que lui. Comme lui-même il est économiste, donc il prend beaucoup ces gens-là. Donc, voilà, technocrate, je sais pas. Donc, un prince doit toujours s'entourer des personnes qui ont la même vision que lui. Pas des personnes qui peuvent manipuler. On ne peut pas manipuler quelqu'un à sa guise pour toujours. Ça peut pas, c'est impossible ça. Donc, je dis que je suis pas d'accord avec lui. On retient avec Miss Bakayoko, ça ne sera pas un débat. Je voudrais que ce suspense soit comme ça. Il doit collaborer avec des personnes qui ont la même vision que lui. Qui aspirent au pouvoir comme lui. Pas forcément aspirer au pouvoir, mais qui ont la même vision de travail. Par exemple, je veux emmener mon peuple dans cette direction. Je veux que mon peuple, dans 10 ans, dans 15 ans, je veux que mon peuple soit à ce niveau-là. Je veux que la ville soit à ce niveau-là. Je veux que le pays soit à ce niveau-là. Des personnes qui ont cette même vision-là.
pas forcément, tout le monde ne rêve pas d'être leader. Mais on aspire tous à la même chose. Mais je ne rêve pas d'être leader, d'être assis à la même place que toi. Toi, tu es à cette place actuellement, je ne rêve pas d'être à ta place. Mais j'aimerais que notre groupe ici, on aille plus loin. Mais je t'aide dans cette tâche-là. Mais je ne reste pas d'être à ta place. Ok, merci Miss Bakayoko. Donc, on retient qu'avec Miss Bakayoko, il faudrait que le prince entoure des personnes qui ont la même vision que lui, qui veulent emmener son peuple là où il doit l'emmener et qui vont partager, bien évidemment, sa vision et le pouvoir, bien sûr. C'est ça? Ils vont partager. Non, c'est pas ça. Ok, donc, non, c'est juste pour amuser la galerie. Donc, Miss Marie, on dira. Un petit statistique que je vais rajouter. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ces quand il dit non que le prince doit s'entourer de personnes qu'il peut manipuler à sa guise. Bon, on peut peut-être parler de manipulation, mais il ne faudrait pas que ça soit excessif en avançant. Si les personnes avec lesquelles le prince est entouré, s'ils constatent qu'ils sont dans une sorte de manipulation, forcément, ils vont s'en rendre compte. Il y aura quelque chose, il y aura un soulèvement. Dans le chapitre, il y a Machiavel qui dit qu'il faudrait que les personnes qui entourent le prince, faudrait que le prince ait cette habitude de les mettre en confiance, qu'il les considère, qu'il les couvre de richesses et autres. Et puis surtout aussi, comme elle vient de le dire, il faudrait qu'ils aient la même vision des choses. Ça, c'est d'abord la base. Quand le prince agit ainsi, forcément, il y aura une certaine entente. Mais si on demeure toujours dans une sorte de manipulation, tout ça, bon, ceux qui sont à côté là, bon, ils vont remarquer que bon, ils sont dans une sorte de... On les utilise au fait. Le prince les utilise pour acquérir quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent plus avec eux pour ce qu'ils sont, donc pour ce qu'ils ont. C'est juste pour les utiliser et puis les mettre de côté. D'accord, merci Miss Marie. Donc tu as juste 5 secondes. Ok, vas-y. 5 secondes. Parce qu'il y a des lois. C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. En fait, ce que je voudrais dire par le prince il a le collaborateur qui peut facilement manipuler. Je disais ainsi parce que vous savez que, comme on a l'habitude de le dire, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. On peut avoir des gens avec qui travailler, faire confiance à ces personnes. Je suis d'accord, comme vous avez si bien souligné. Mais si moi, je suis au pouvoir, par exemple, on a maintenant le modérateur qui est là, on considère que c'est lui le prince. Et que Christophe aspire à arriver au pouvoir, à la place du prince actuel. Jacques aspire pareil. Et lui, il essaie très bien, mais malgré ça, quand même, il va prendre ces personnes et puis il va travailler avec ces personnes. Ah, venez pour qu'on puisse lutter pour l'évolution ou bien voilà, pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais on voit que c'est ce qui donne généralement le coup d'état dans notre société. Ce qui fait qu'on a le plus souvent. Et le cas de la Côte d'Ivoire est très récent. 2002, on l'a vu, après, voilà, on va en arriver. Donc, en fait, c'était juste pour éclaircir certaines choses. D'accord, merci, c'est nous. On va aller avec. C'est pas un débat. Et pour ceux qui nous suivent aussi, on n'a pas assez de temps pour rentrer en profondeur. Sinon, ça peut discuter un peu ça. Donc, en fait, c'est pas un débat, il apporte quelque chose. Au fait, souvent on dit que tu as l'idée, mais pour l'exprimer, ça devient vraiment très difficile. Voilà, c'est un peu ce que mon frère a voulu faire. Voilà. Donc, on n'a pas trop lui imputer la faute, sinon on veut oublier un petit quoi. Voilà. Sinon, en fait, c'est quoi? Manipuler quelqu'un. Tu as besoin des conseillers que tu manipules. Est-ce que vous voyez un peu, il y a, comment on appelle ça, controverse ou bien? C'est comme ça qu'on appelle l'amalgame. Il y a un nom, c'est-à-dire, c'est que le jeu la nuit. Conseiller qui est manipulé. Bon, il disait quoi alors? Un conseiller qui est manipulé. Quel est l'objectif d'un conseiller? C'est d'abord de te conseiller. Donc tu auras certaines idées qui seront soit en contradiction avec ce que le conseiller va te dire. Mais la mission du conseiller, c'est qu'il doit être objectif. C'est ça, il doit être objectif. L'idée ici, c'est que les conseillers dont tu dois t'entourer doivent être désintéressés du trône. Ils doivent être désintéressés du trône.
Et comme elle a dit, on rajoute aussi pour elle pour qu'ils aient la même vision. C'est tout. D'accord, donc on retient avec notre ami Christophe que d'abord Seydou a essayé d'exprimer son idée, mais il n'a pas pu exprimer. Moi, je sorti. Donc il a fait un abus de langage en disant qu'il doit. Voilà. Donc Christophe dit que les personnes qui ont pris le prince doivent être carrément désintéressées du pouvoir, et on ajoute avec Miss Bakayoko ce qu'elle a dit. Donc un peu plus rapidement, une minute et puis on va enchaîner. Moi je vais un peu sur l'avis de l'ami Bakayoko. Parce que un prince, certes, doit se faire entourer, mais ne doit pas se faire entourer par des personnes qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas la même vision que lui. Il doit se faire entourer par des personnes qui ont la même vision que lui. Oui, ça c'est clair. Parce que si quelqu'un n'a pas la même vision que toi, tu ne peux pas travailler avec lui. Toi, tu vas atteindre le sommet, lui va rester au milieu. Vous faites comment? Vous n'allez pas travailler avec les mêmes objectifs, les mêmes, disons, la même vitesse. Voilà, la même vitesse. Donc, pour cela, bon, je ne dirais pas. Mais le prince, il doit se faire entourer par des personnes qui n'ont pas le même niveau d'intelligence ou bien le même niveau d'agissement que lui. Si par exemple, je suis juriste et je nomme un juriste comme Premier ministre, est-ce que vous êtes sûr que tous les actes que je vais vouloir signer pour le développement de la Côte d'Ivoire, le juriste va vouloir signer? Il va contester. Il va toujours contester. Il est juriste, je suis juriste. Ou bien quelqu'un qui a le même niveau d'intelligence que moi, il va toujours contester ce que je vais faire. Et on ne va pas avancer. Et moi, je vais atteindre le sommet. Lui, il va toujours rester là, en train de contester. Et si ça reste comme ça, moi, le peuple risque de m'haïr. Je ne sais pas, tout dernièrement, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, la démission du professeur Francis Gauthier. Il a refusé. Il était président, il a refusé d'admettre un acte que le président aimerait vraiment la signature, et c'est pourquoi il a démissionné. Donc si quelqu'un qui est intelligent comme toi, comme ça, et que tu le nommes toujours à tes côtés, et que tu travailles avec lui, est-ce que tu es sûr d'avancer? Tu n'es pas sûr d'avancer, c'est ce que l'auteur veut nous faire ressortir ici en quelque sorte. Ou pas, nous allons nous faire entourer par des personnes qui ont le même niveau d'intelligence, ou bien qui sont capables, qui sont dans la mesure de contester notre décision. Sinon, tu peux t'entourer des personnes qui ont la même vision. Si tu t'entoures d'une personne qui n'a pas la même vision que toi, mais tu ne peux pas avancer. Mais tu ne dois pas te faire entourer par une personne qui peut contester tes décisions. Ok, donc on retient avec notre ami. C'est pas un débat. On est là. T'es tous là. Donc nous sommes un peu en direct, un peu détenus. Donc on retient avec notre ami que le prince ne doit pas s'entourer avec les technocrates, des personnes très intelligentes, trop intelligentes qui peuvent contester cette idée, et des personnes qui sont trop, comment on dit, sont moins intelligentes. Voilà. Avec ces personnes-là. Donc je préfère être désintéressé. oui, donc après est-ce qu'il prendra et puis je vais donner ce que l'auteur dit quoi. Non, ça a déjà fini. Et puis on va débattre dessus devant, non, ne te presse pas. Le moment arrive là. On a au moins 6 points de débat dessus. Il dit que je passe en trouver des personnes qui sont. Moi, je suis basé sur cette idée. Fais ton analyse. J'analyse ce que tu dis. D'accord. Donc c'est seulement l'œuvre, s'il vous plaît. Alors. Pour moi, le prince doit s'entourer des personnes qui sont aussi intelligentes que lui. Comme lui, que lui. D'accord. Il ne faudrait pas s'entourer des personnes qui sont. Quand vous avez la même vision, c'est que vous avez un peu la même intelligence en fait. Il faut plutôt s'entourer des personnes qui te sont fidèles. Il faudrait que la personne que tu utilises pour être tes ministres là soit fidèle. Intelligent et fidèle. D'accord, ouais. Pas bête. D'accord, donc merci beaucoup. On va continuer avec Maître Guizo et donner un peu ce que je voulais dire. Donc on écoute Maître Guizo. Je pense qu'au-delà même de la vision commune partagée avec ses secrétaires,
ou bien des intérêts que ces derniers face au pouvoir. Voilà, comme il a eu son pouvoir. Il faut dire que le prince, il a déjà une idée carrée. Lui, il a déjà construit sa feuille de route à lui seul d'abord, avant même d'étendre ses idées. Donc ça dit ce dernier-là, peu importe les différents conseils qu'il voulait apporter, lui, il a toujours le dernier mot. Donc je veux dire ainsi que, au-delà même de la vision commune, de l'intérêt de son pouvoir, le prince doit choisir des personnes qui sont prêtes à l'accompagner, qui sont prêtes à aller au pays, qui sont prêtes à réaliser ses tâches, qui ne seront pas en mesure de le renverser demain. Donc pour cela, il faut des personnes, on greffe des bénéfices. Donc merci beaucoup, Maître Guizot. Je pense que tout le monde a donné son avis. Une petite citation. D'accord, tu donnes la citation, tu peux la donner. On le sait, on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ok, donc science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On tient avec notre ami qui nous rappelle cette belle citation. Et donc, avant de continuer, il y a dans ce chapitre, l'auteur dit quoi? Que les secrétaires du prince, selon lui, les secrétaires doivent être d'abord habiles, fidèles et obéissants. Ces trois éléments, ils doivent avoir ça en eux pour que le prince puisse se maintenir au pouvoir. Et il a donné l'exemple de deux types de principautés. Il y a d'un autre côté, un principauté qui est entouré d'esclaves. Quand on dit des esclaves, ce n'est pas forcément des esclaves en matière, mais des personnes qui ont le niveau d'esclaves sur moi, voilà, qui sont à ses services, qui l'envoient dans les différents provinces, voilà, comme des ministres. Mais ce sont ces ministres, ces différents éléments, mais ce sont des esclaves. Ils ont le rang des esclaves. Voilà. Et un autre type de principauté où le roi est entouré des barons, c'est-à-dire des chefs religieux, des grands chefs en tout cas. Voilà, donc une autre type de principauté, autant pour lui, un autre type de principauté où le prince est entouré de barons. Mais vous voyez que là-bas, pour prendre des décisions, c'est vraiment difficile. Ils sont des chefs dans les différents provinces, ils sont les différents chefs qui se retrouvent au niveau supérieur. Donc ces derniers-là, pour pouvoir atteindre ce roi-là, c'est un peu plus facile, puisque ces derniers, ils veulent aussi accéder au pouvoir, comme l'a dit Seydou. Il ne faudrait pas qu'ils aient la même visée de pouvoir comme lui, et comme tu l'as dit aussi, des intérêts chez moi. Et un griffe aussi, on était quelque part une fois, un grand monsieur a eu à donner l'exemple du feu Boigny, notre père fondateur. Il a dit quoi? À son époque, quand on fait Boigny, c'est quelqu'un qui a un niveau CM2. Voilà, il était juste un médecin. Après, il allait faire ses études en Europe, il a étudié un peu la politique de la France. Et il a été même ministre là-bas. Et donc, pour Boigny, quand il est revenu dans son pays comme ça, il est devenu président. Étant donné qu'il a eu l'expérience de là-bas, donc il a décidé d'envoyer aussi les meilleurs élèves de son époque, c'est-à-dire ceux qui sont en troisième, les meilleurs élèves parmi eux, les envoyer en France aussi pour suivre des études. Et donc, quand il a envoyé ces derniers, ils sont allés là-bas, ils ont fait des études, ils ont étudié aussi la politique, les différents des médecins et autres. Ils ont fait tout ça. Ils reviennent au pays maintenant, le vieux est là. Donc, il veut les placer maintenant comme les différents ministres, les différents dirigeants. Ils sont intelligents, ils sont plus intelligents que lui. Parce qu'eux, ils ont eu des diplômes, ils ont eu il y a des docteurs, des trucs, des professeurs. Or, lui, il n'a qu'un niveau CM2. Les gars se plaignent, ils disent non, comment quelqu'un qui a un niveau CM2 il va nous diriger? Donc, ils ont commencé à faire des trucs. Quand il veut donner une décision, ça conteste. Il donne une décision, ça conteste. Et donc, étant un bon prince, comme le recommande Machiavel, il a créé un délit sur ces derniers. Un semblant de bouger, il dit non, ces derniers veulent raconter au gouvernement. Il a ramassé tous. Le complot du chat noir. Ok, c'est le complot du chat noir. Donc, ce complot, le complot du chat noir, il a inventé un complot, le complot du chat noir. Donc, il les a ramassés tous, on les a mis en prison. Ils ont copié là-bas, ils ont vraiment senti ce qu'est le père. Et quand il était satisfait maintenant, puis on dit, était un prince. Lorsque tu vois que l'individu veut te nuire, en tout cas, tu laisses un choix à ton adversaire. Il ne faudrait pas qu'il soit le dos, c'est-à-dire quoi? Il ne faudrait pas le laisser sans un choix. Tu lui proposes, soit tu le tues, soit tu lui proposes un truc qui peut, par lequel il peut se racheter. Tu vois? Donc, ces derniers étant là-bas, ils ont vu que vraiment, c'est vrai, ils sont des technocrates, ils sont fonds verts.
il y a celui aussi qui est plus fort que lui. Donc, quand il a fait sortir, ils étaient direct. Ils suivaient maintenant la visée du juge. Mais ce n'est pas dit certaines personnes, comme l'abusement dit, c'est doux. Comment tu l'as dit déjà? Le thème qui a suscité débat. Manipulable. C'est pas forcément manipulable, mais en tout cas, ils ont compris la visée et ils ont fonctionné comme ça. Donc, c'était une anecdote. On va continuer un peu avec la suite de notre œuvre. Et donc, après les secrétaires, c'est-à-dire les personnes avec qui le roi devait s'entourer, j'ai trouvé nécessaire aussi d'évoquer le cas des biens, c'est-à-dire quoi, la fortune. Qu'est-ce qui est dit ici? On dit combien dans les choses humaines, la fortune a de pouvoir et comment on peut y résister. C'est-à-dire quoi? Comment avec la fortune, est-ce que la fortune peut nous donner le pouvoir et jusqu'à quel moment on va résister au pouvoir avec notre fortune? Puisque le but c'est d'accéder d'abord, comment accéder avec la fortune et puis comment se maintenir au pouvoir avec la fortune. Selon vous, le débat ouvert. Quoi? Comment on peut accéder au pouvoir avec la fortune, la richesse et comment se maintenir? Est-ce que c'est possible même de se maintenir au pouvoir avec la fortune? Laquelle fortune? Les biens matériels. Personnel. Ok, Déjà, moi, je trouve que c'est déjà impossible. D'accord. Ouais, je m'explique. Qu'est-ce que c'est impossible? Il est impossible, déjà, il est possible d'accéder au pouvoir avec ses biens. Mais il est impossible de se maintenir au pouvoir avec ses biens. Avec les biens, avec la fortune. Avec la fortune. Avec la fortune. Je m'explique. En venant au pouvoir, si je prends l'exemple de notre société ici, nos dirigeants ici, avant d'arriver au pouvoir, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Même s'il faut payer, on a vu des dirigeants ici, ils ont payé même des gens pour pouvoir aller voter pour eux, pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Donc tout ça, même les votes, tout ça là, on a vu tout ça ici. Donc c'est possible d'accéder au pouvoir. Mais c'est une autre chose de se maintenir au pouvoir avec son argent. Ça ne va pas du tout. Parce que pour se maintenir au pouvoir, il faut plusieurs choses. Pas seulement que de l'argent. Il faut de l'expérience, il faut de l'expertise, il faut de l'intelligence, il faut beaucoup de choses. Que quand il faut la priorité aussi, n'oublie pas. Non, pas la priorité. Il faut beaucoup de choses, en tout cas pour se maintenir au pouvoir, pas seulement que l'argent. Si tu te bases sur l'argent, non seulement tu seras ruiné même avec cet argent-là, tu seras ruiné parce que tu n'es pas entouré, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas entouré de personnes qui te donnent de bons conseils, qui ont la même vision que toi, qui sont fidèles à toi, comme elle a dit, fidélité, qui sont fidèles à toi et qui veulent te voir aller loin. Ils vont te ruiner parce qu'à chaque fois ils vont te dire il faut donner temps, il faut dépenser temps, il faut donner temps, il faut dépenser temps pour arriver là où on veut arriver. C'est comme ils regardent un film, je ne sais pas si vous regardez le film Casino, c'est un film nigérien, Casino. Il y a un gouverneur, au fait il est dans un magouille, mais il est entouré de personnes qui le conseillent, au fait qui ne l'aiment pas vraiment. Et actuellement, pour pouvoir éteindre ce scandale-là, il est en train de dilapider tout son argent, au fait, pour pouvoir éteindre ce scandale-là. Mais il y a l'un de ses conseillers qui est en train de lui donner une idée pour fermer la chose. Mais les autres disent non. Parce qu'en réalité, ils veulent le voir partir de là. Et il est en train de dilapider tout son argent comme ça. Et le problème n'est pas résolu jusqu'à ce que ça lui saute au visage. Donc, voilà. On retient avec vous qu'on peut accéder au pouvoir, on peut s'y maintenir avec la fortune. Donc, on ira avec notre ami Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
Tu peux arriver au pouvoir en répliquant un bulletin de vote, soudoyant des gens, des patati patata, on peut pouvoir demeurer au pouvoir, c'est autre chose. En fait, tu n'auras que des opportunités à côté de toi, d'un vaudou, d'un griffe. Ils ne vont pas venir te donner des conseils, genre pour te satisfaire ou pour t'aider à pouvoir mieux gérer le pays. Au contraire, ils ne viendront que pour voler. Ils vont venir pour voler. Ils vont venir pour puiser en fait en toi. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir, par exemple, en travaillant de façon honnêtement, ils vont mettre des scandales, comme l'a expliqué dans le film, ils vont engendrer même des problèmes pour te faire sortir, pour que tu puisses dépenser chose cesse. Tu ne pourras jamais t'en sortir au fait de l'âme. Tu seras certes président, mais au fait, tu n'auras pas la parole nécessaire pour pouvoir diriger le pays. D'accord, merci beaucoup. D'accord, Jacques, tu veux intervenir juste avec l'ami Kizo. Dans un premier temps, il faut dire que c'est possible d'accéder au pouvoir avec sa fortune, sa propre fortune. C'est-à-dire, son propre argent, pas de souci. Mais je pense que, d'une part, c'est possible de se maintenir au pouvoir avec sa fortune, dans la mesure où vous en avez plus et ça peut vous servir d'appât pour pouvoir corrompre les personnes. Par exemple, pouvoir perdre le pouvoir, par exemple. Vu qu'on sait qu'aujourd'hui, vous avez rappelé une situation, vous avez dit que les hommes sont plus attachés à leur bien que au décès de leurs parents. Donc, ça, on sait que ces personnes-là sont beaucoup axées sur le fait d'avoir plus, l'argent, la fortune et tout ça. On peut se servir de ça pour pouvoir les corrompre. Mais une fois réussi, ça sera à temps partiel au fait. Parce que lorsque la fortune sera épuisée, ça va finir. Vous allez alors requérir la fortune des autres et vous allez empiéter sur le bien des autres. Donc je pense que c'est possible, mais ça sera limité, voire même impossible dans la mesure où lorsque ça finit, vous allez empiéter sur. Vous allez empiéter les mêmes noms, vous allez porter atteinte au bien des autres. Par là, comme porter atteinte, on a dit précédemment que la haine vient. Voilà, et ça crée la révolte. Comme je le dis toujours, moi je vais toujours rester fidèle avec eux. L'auteur, pour se maintenir au pouvoir, nous a donné d'abord deux indices. La cruauté, la clémence. Pour savoir si on peut user des deux pour rester au pouvoir. Et ici, il vient encore faire sortir le problème de savoir si on peut se maintenir au pouvoir avec la fortune. Et le cas qu'il a évoqué dans l'un de ses chapitres pour des personnes qui se sont maintenues au pouvoir avec la fortune. Mais avec la fortune, pour se maintenir au pouvoir, d'abord ça ne se limite pas, si je veux faire référence à notre société actuelle, ça ne se limite pas qu'à la corruption ou à la manipulation des gens ou au trucage des bulletins de vote. Pour se maintenir au pouvoir, il a évoqué la clémence et la cruauté. Moi, je vais sur les deux bases. D'accord. D'abord, le premier. Pour qu'un prince ou bien un homme d'État puisse se maintenir au pouvoir, il faut d'abord qu'il y ait une armée forte. Une armée forte qui va maintenir la paix et la sécurité sur son territoire, dans son État. Donc je peux répondre là pour dire que oui, avec la fortune, on peut se maintenir au pouvoir. Parce qu'un pauvre ou bien un homme infortuné ne peut pas venir au pouvoir et fonder une armée dans notre société actuellement. Ne peut pas. Nous avons vu qu'avec l'évolution du temps et avec le fait que chaque 5 ans, nous votons un chef d'État, à chaque fois qu'un chef d'État vient, on a l'impression qu'il y a la création d'un nouveau corps. Comme par exemple, si nous prenons la brigade anti-émeute qui a été créée par le président Bédier. Et il y a dans d'autres États plusieurs exemples comme ça. Il faut créer une armée pour se maintenir au pouvoir. Maintenant,
si tu veux te maintenir au pouvoir aussi, même avec une armée forte, tu dois t'entourer aussi des personnes qui ont aussi de la fortune comme toi. Tu ne peux pas t'entourer des pauvres pour te dire non, que tu vas te maintenir au pouvoir. Te maintenir au pouvoir, il faut aussi t'entourer des personnes qui ont aussi la fortune. Donc, je peux répondre sur ce sens aussi pour dire que oui, on peut se maintenir avec la fortune. Mais ces personnes qui vont venir, ceux qui sont à côté, ne pourront pas s'opposer à votre décision comme ça. À votre décision comme ça. Vous êtes tous, par exemple, vous êtes tous grands, vous êtes comme par exemple, quel type de régime là, il y a un type de régime qui donne le pouvoir aux plus riches. Le pouvoir aux plus riches. C'est comme ce type de régime par exemple. L'oligarchie. Ouais. Les oligarques. L'oligarchie. Voilà. Par exemple, qui donne le pouvoir. Le peuple n'aura pas assez de volonté, assez de couilles pour aller contester leur volonté. Et avec ça, ils peuvent se maintenir au pouvoir et avec une armée forte et qui maintient la paix et la sécurité dans l'État. Le prince peut se maintenir au pouvoir avec sa fortune, avec l'armée qu'il a créée et le gouvernement qu'il s'est fait entourer. D'accord, merci l'ami Diakaria. Bon, d'accord, vous savez qui je vais choisir, donc C'est déjà. Bon, moi, je vais revenir sur une partie du roman. L'auteur dit il peut être vrai que la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais qu'elle en laisse à peu près l'autre moitié en notre pouvoir. Bon, ce que je propose ici, c'est que c'est vrai, la fortune peut t'aider à accéder au pouvoir et même à te maintenir au pouvoir, mais à un seul ne peut pas. En plus de la fortune, il faut avoir une certaine autorité que tu vas venir ajouter. d'accord, donc on retient avec elle que la fortune seule ne veut pas, ça peut te faire accéder au pouvoir, certes, mais ça ne va pas te maintenir au pouvoir. Il faut ajouter à la fortune l'autorité, puisque l'État même est synonyme d'autorité. Voilà. Au fait, pour cette réponse, d'abord, il y aura une réponse positive ici et puis une réponse négative. Par conséquent, je vais répondre par oui et non. Comme elle a dit tout à l'heure, tu peux accéder au pouvoir par la fortune. C'est possible. Acheter par exemple la conscience des gens. J'ai pris le cas d'Adolf Hitler. Adolf Hitler, il n'avait pas l'argent en tant que tel. Comment accéder au pouvoir? Il a fait recours aux oligarques, c'est-à-dire aux personnes très riches, sympathiser, avoir un peu de bien. Et c'est au fur et à mesure que ces personnes-là lui ont donné assez d'argent. Donc c'est cette fortune-là qui a permis à Adolf Hitler de se forger une armée vraiment terrible. Comme il a dit tout à l'heure, va te permettre d'avoir des armes. Et à partir des armes et avec une forte armée, tu peux te maintenir au pouvoir. Il était maintenu, effectivement, il était là. Mais ça ne suffit pas. On prend le cas ici de l'exemple de la France. La France, je peux dire, pré-révolutionnaire. La France pré-révolutionnaire que Machiavel avait énoncé. Il parlait ici du prince et qui gouverne avec des parents. Tout à l'heure, tu avais évoqué ce fait-là. Le fait d'abord de gouverner un prince avec des esclaves qui vont faire figure de ministre. Là, l'individu qui viendra, je peux dire, pour pouvoir conquérir ce royaume-là, le cas de la Turquie, où ce sont des ministres en fait, qui font pauvre figure, mais le véritable pouvoir revient au prince. C'est difficile de pouvoir conquérir ces royaumes, mais une fois que tu prends ces royaumes, automatiquement, tout le monde va rester sous ta subordination. Mais le cas de la France, il y a des parents, tu peux prendre la fortune pour essayer d'amadouer ces personnes-là. Ils vont accepter, ils vont facilement te faire venir. Mais pour te maintenir, pour que toi tu puisses rester, ça sera très difficile. Parce que le dernier mot leur appartient. Donc aussi bien, il y a la fortune, il y a aussi les compétences personnelles aussi, comme la jeune demoiselle a dit. Il y a les compétences personnelles que tu peux mettre en place. D'accord, merci l'ami Christophe, à l'ami aussi
Stéphane. Il a essayé de nous intervenir. Donc on va essayer de progresser. Je vais intervenir un peu sur le point qu'il avait posé concernant la richesse. La fortune peut envoyer au pouvoir, et aussi est-ce que de la fortune peut se maintenir au pouvoir? Je dirais que c'est une question qui demande assez de réflexion. Parce que par le passé, on ne savait vraiment pas comment est-ce que nos dirigeants même faisaient pour arriver au pouvoir. On le voyait de façon, si vous voulez, bizarre. On le voyait bizarre. Mais comment il fait pour arriver? Du coup, quand nous sommes enfants, moi, je vais devenir président. Moi, je vais devenir dirigeant. Parce que tu penses que le gars, il est rentré quelque part pour sortir. Il y a quelque chose qui crie. Et on le voit un peu à travers les cas des États-Unis, par exemple, avec le lobby, comme on le sait. On sait que le lobby, c'est une organisation, ils sont beaucoup dans les trafics et tout ça, les armes et tout ce qui va avec. Et on sait que ce sont ces personnes qu'ils envoient au pouvoir. Mais c'est pas pourquoi qu'ils envoient au pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent, ils ont la fortune, ils ont ça. Donc du coup, toi, en tant qu'individu, parce que déjà pour aspirer à être prince ou bien au pouvoir, cela sous-entend que tu as des capacités. Tu as beaucoup d'atouts. Tu as des atouts, tu n'as pas d'argent par exemple. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tournes vers ces personnes pour dire moi j'ai envie d'aspirer au pouvoir, mais ces personnes te diront mais une fois au pouvoir, voici ce que nous faisons. Est-ce que ça t'arrange? Et quand ça t'arrange, ils vont mettre tout à ta disposition, tout ce qui est comme fortune. Même les sénateurs, ça se voit aux États-Unis, on sait que ce sont les sénateurs après qui montent et puis deviennent des présidents. On prend cet argent, on met à ta disposition, tu prends du pas ta campagne, comme tu peux. Et au fur et à mesure, le peuple va t'aimer avec la capacité de réflexion que tu as, tu vas présenter ton projet, ça va ensemble. Mais une personne qui n'a pas de vision, qui n'a pas de bonne manière de réagir, ces personnes ne vont pas intéresser la personne. Donc du coup, pour un individu qui a son argent, qui veut faire pareil, tu as ton argent. Mais si tu n'as pas la capacité de diriger, le peuple ne va pas te prendre. Là, il y a un problème, il ne va pas te prendre. Mais une fois là, c'est que c'est parce que tu as un atout. Mais quand tu es là aussi, ne compte pas sur ton argent, tu es venu pour quelque chose. Avant d'arriver au pouvoir, tout se trace. Mais ce n'est pas arrivé au pouvoir que tu vas tracer. Mais une fois là, c'est maintenant que tu veux tracer. Je n'ai pas envie de citer le nom d'un président, mais c'est ce que ça va donner. Vous voyez, nous sommes dans un cadre d'un club de lecture. Voilà, on sait qu'on dit tout, les sans réserve, mais c'est ce que ça va donner. Donc du coup, tu as ton programme d'activité. Et quand tu es là, Dieu merci, tu es arrivé, tu as de l'argent, mais tu t'inspires de ça. Ouais, tu te permets ça pour pouvoir faire évoluer. Et donc, pouvoir, c'est l'argent du contribuable que tu prends pour travailler. Donc, je pense que là, ça devait être plus facile. Mais le plus, c'était de comment arriver, comment avoir les idées. Donc, voilà tout ce que je peux discuter, tout ça de fortune. C'est un peu technique. Merci beaucoup à l'ami Céline. Et donc, on retient de tout le monde que la fortune peut nous faire assez de pouvoir. Il y a une plan de maintenir. Et il y a l'autre qui a ajouté avec la lecture du chapitre 26, le chapitre 26, elle a dit que en plus de la fortune, Hermine, en plus de la fortune, il faut ajouter aussi l'autorité. Et donc, ce chapitre ici, il est dit, j'ai pris un petit passage, il dit quoi? Pour un prince qui se base sur la fortune pour diriger, tombe à mesure que sa fortune diminue. C'est-à-dire quoi? Nicolas Machiavel dit quoi? Pour lui, un prince qui se base sur la fortune pour diriger tombe à mesure que sa fortune varie. Si sa fortune baisse, c'est comme ça aussi, son pouvoir va forcément baisser. Même l'autorité, il peut avoir l'autorité, certes, mais ça va être la fortune, c'est si la fortune se base pour diriger. Mais au fur et à mesure que sa fortune va varier, à mesure il diminue, il tombe aussi.
Non, c'est un peu ce qu'on Parce retient. qu'il achète un peu la conscience des gens, c'est quoi se mêler. Mais quand souvent il y a des bêtises, il achète la conscience des gens. Et à un moment donné, on te demande tu demandes à cacher certains trucs. Et le gars te dit, voilà telle somme que moi je dis, tu n'as pas cette somme, tu vas tomber sur ça. Tu ne peux pas tomber, tu vas prendre les ailes sur la fortune des autres. Donc, demain, si vous êtes des conseillers, des présidents, voilà, moi je suis le président, comme c'est nous. Ça a déjà commencé. Et donc Seydou il va jamais accepter de me prendre comme son premier ministre. Donc, on va continuer les amis. On a fini avec comme j'ai prévu une petite partie sur laquelle on va discuter. On a perdu un peu de temps. Voilà, c'est vraiment tout. Donc, analyse des questions. C'est ce que j'avais prévu pour ça, analyse des questions. Et donc, selon vous, au vu de l'histoire de Nicolas Machiavel que j'ai raconté dans l'introduction, j'avais dit que c'est une personne qui n'est pas forcément à l'école comme il a appris, surtout comme dans la bibliothèque de son père, qui était docteur en droit. Et c'est là, mais malgré ça, vous savez, il a fait plusieurs yeux, c'est quelqu'un qui est un griffin technocrate. Voilà. Il a voulu amadouer les princes de son époque en écrivant ça, même s'ils l'ont récompensé avec seulement 2 vins. Donc, avec seulement 2 vins, ils n'ont pas pris le temps de lire, oh ça allait les servir, mais bon, ils l'ont récompensé seulement avec 2 vins. C'est une vraie histoire, c'est rien. Donc, selon vous, au vu de sa formation, est-ce que doit-on tenir pour responsable le système éducatif ou l'État de, si on peut dire, l'éducation ou bien la dépravation du système éducatif actuel? C'est-à-dire quoi, est-ce qu'on doit tenir l'État pour responsable, bien le système pour responsable, pour dire que l'école n'est plus de qualité? Nous les parents, est-ce qu'on doit tenir l'État pour responsable, vu le système actuel, ou bien le système éducatif même, c'est-à-dire le ministère qui est en charge de ça, est-ce qu'on doit les tenir pour la dépravation, bien l'éducation, bien la perte du vrai sens même de l'éducation dans notre société actuelle? S'il vous plaît, avant qu'on puisse je pense que ça se répète, l'État ou le système. Non, l'État, quand je dis le cours, c'est pour dire, je précise même la partie de l'État qui est en charge du système. Ou le système. Non, le système, il y a le système éducatif, il y a 2 types de systèmes. Il y a le système éducatif qui est compris en tant que l'administration, maintenant le système en tant que le niveau actuel d'études, c'est-à-dire que le niveau des étudiants, des élèves. Le système ici, en tant que gouvernement, dans le système, il y a le gouvernement et il y a nous. Nous, il y a les parents, et le système éducatif, voilà. on appelle les étudiants. Voilà, comme ça, ça sera mieux explicite. Non, mais j'ai posé la question de conseiller. Je repose la question. Est-ce que, vu l'histoire de Machiavel, c'est selon l'histoire de Machiavel, doit-on tenir pour responsable le système éducatif, là j'ai précisé, ou l'État? L'État qui prend en compte. Voilà, l'État. Voilà, dès l'éducation, c'est-à-dire la perte du vrai sens de la qualité de l'école. Maintenant, on pose la question. Ici. Est-ce qu'on doit tenir l'État pour responsable de la perte de la qualité de l'école? De la qualité de l'école. Voilà, je parle de l'exemple parfait de la perte de personne. Est-ce qu'on doit accuser l'État de ne pas mettre le moyen en œuvre? Est-ce qu'on doit accuser le système pour dire que c'est à cause de nos enfants, étant au CM2 ne savent pas lire, étant en 3e ne savent pas faire une lettre, etc. Est-ce qu'au vu de l'éducation de Nicolas Machiavel, est-ce qu'on peut vraiment tenir l'État pour responsable sur l'histoire de Nicolas Machiavel? Vous pouvez analyser. Du fait qu'il s'est auto-formé. Généralement, vous savez à qui je vais la parole dans cette femme. Donc, Miss Bakayo. Moi, je ne dirais pas que c'est l'État. Moi, je dirais que
parents. Je m'explique. Au fait, il y a une situation qui se passe. C'est que au fur et à mesure, même déjà qu'on avance dans la vie, au fur et à mesure qu'on avance, les temps ne se ressemblent pas. Il y a cette histoire de modernisme que les gens ne comprennent pas. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas, qui est en train de leur monter à la tête, surtout la jeunesse d'aujourd'hui qui est là. Et puis il y a le fait aussi que le temps change. Il y a de nouvelles, on dit un concept. Voilà, il y a de nouveaux concepts qui arrivent, qui viennent en fait embrouiller les enfants de maintenant. Et puis il y a le fait aussi que les parents ont démissionné aussi, du fait de cet état de modernisme aussi. Les parents aussi ont démissionné. Il y a des parents qui sont allés copier carrément les trucs de l'Occident. En fait, ils oublient que nous les blancs, là, leur état d'esprit, et puis pour nous, c'est pas pareil. Pour nous, là, on marche un peu de chicotte, un peu de douceur. Un peu de chicotte, un peu de douceur. C'est comme ça que nous, on marche. Et puis aujourd'hui, les gens s'asseyent à la télé pour dire non, la chicotte, il faut arrêter la chicotte. Nous-mêmes là, c'est avec la chicotte on a marché jusqu'au petit chicotte là. Ça faisait que l'homme devenait autre chose là. Nous-mêmes on est devenu autre chose. Pour nous-mêmes c'était grave. La nuit, tu es couché à 4h du matin là, on met le piment dans le premier choix et puis on met dans tes yeux. Et puis on te chicote bien, et tu ne vois même pas la porte. Quand tu quittes dans ça, c'est qu'on t'a dit on t'a frappé les super. Donc il faut un peu de douceur, un peu de chicotte pour que les enfants puissent retrouver. Et puis cette histoire de modernisme, il faut arrêter. Nous on a nos traditions, on a nos valeurs, on a nos lois ici. Il faut qu'on marche là-dessus. Voilà cette histoire de démocratie nous envoyée chez nous. Avant chez nous ici, il n'y avait pas de démocratie. Avant, c'était les rois, les histoires de rois, princes et autres. Et on marchait très bien comme ça. Mais quand ils ont envoyé cette histoire de président et autres, là, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, il y a ce système, il y a ce modernisme là. J'insiste sur ce mot-là, modernisme. Il faut éduquer les gens là-dessus. Modernisme. Merci, Miss Bakayoko. Donc, j'ai retiré quelques. L'éducation en Côte d'Ivoire a besoin encore de la chicotte. On doit ramener la chicotte. Ok, donc c'est ça on va retenir. On va pas, au-delà de tous ces tests auxquels la Côte d'Ivoire est partie, on va carrément aller loin. Mais il faut savoir que la Côte d'Ivoire est partie à la CPE qui interdit vraiment la chicotte. Donc on est obligé de respecter nos engagements. Mais on est obligé de respecter. Et aussi, il y a un adage qui dit que éduque ton enfant à son époque et non à ton époque. Tu as dit tout à l'heure qu'à notre époque, voilà, quand on se réveille, le piment dans les yeux, la chicotte, tu ne vois même pas la porte. Il ne faudrait pas oublier que ton temps est le temps de ton enfant, c'est une évolution. Donc on ne va pas en faire un débat, si tu veux, on peut organiser ça autrement. Nous sommes dans le cadre de lecture, on va prendre la vie des personnes. Donc retiens ces deux éléments. La Côte d'Ivoire est partie à la Convention des droits de l'enfant. Et la Convention interdit carrément la chicotte, interdit toutes sortes de trucs, même sur le corps de l'enfant. Et donc, ça sera vraiment difficile pour nous de ramener la chicotte, à moins qu'on dénonce encore sur la vie. Voilà. Donc, on va aller avec Seydou. Et après, Hermine va prendre la parole et on va avancer. Cette histoire d'éducation, je pense que chacun a sa part de responsabilité. D'accord. L'État a sa part de responsabilité, les parents, tant que la personne elle-même aussi a sa part de responsabilité. Quand on prend le cas de Nicolas Machiavel, on dit bien qu'il s'est arrêté au niveau CM2, c'est ça? Non, c'est